À ce moment-là, le patriarche décida de jeter un coup d'œil à l'extérieur pour comprendre la cause du bruit et arriva justement au moment de la collision. Chu perdait progressivement sa position dominante et fléchissait. Passé. Des bras musclés, couverts de cicatrices, tenait une épée, tandis que le propriétaire des mains comptait le nombre de coups portés lors de l'entraînement. 29,996. 29,997. Le Chu du passé se tenait en équilibre sur une planche en équilibre au sommet d'un rocher pointu. L'eau se dispersait sur les côtés sous les mouvements de son épée en raison des puissantes rafales de vent. N'ayant pas réussi à maintenir l'équilibre, Chu tomba en avant et plongea dans l'eau. La structure sous ses pieds était vraiment instable. Son maître était mécontent. Chu ne tenait pas l'épée assez fermement. C'est pourquoi il fut puni en lui ordonnant de faire encore 10 000 mouvements. La nuit, deux combattants s'affrontaient au milieu d'un champ avec leurs épées, le bruit de leur choc retentissant sur des dizaines de mètres autour d'eux. À un moment donné, la bataille s'arrêta net. Les épées s'entrechoquèrent une fois de plus dans un face-à-face, les deux adversaires cherchant à prendre l'avantage sur l'autre. Chu ne put toutefois pas résister à la pression et fléchit sous la contrainte, recevant immédiatement un coup de genou puissant dans le plexus solaire. Tombant à terre en tentant de reprendre son souffle, Chu laissa tomber son épée et regarda son professeur. Celui-ci n'était pas satisfait de lui. Chu pria immédiatement pour sa clémence, demandant à son professeur d'arrêter de le frapper, de lui accorder un peu de repos. Le sourire de son professeur fut sa réponse, mais il ne reflétait pas les vrais sentiments du mentor. Entrant dans une rage face à cette attitude de l'élève envers l'arme et l'entraînement, le professeur délivra un discours sur le fait que le véritable ennemi ne montrerait aucune pitié et que quiconque abandonnait son arme ne méritait pas de vivre. Il leva aussitôt le poing pour mieux enseigner cette leçon. Présent. Chu manqua le coup et fut arraché au sol, volant en arrière. L'attaque s'était avérée réellement puissante, et il ne put y résister. Chu ne comprenait pas ce qui avait rompu sa concentration, car jusqu'à présent tout s'était déroulé comme prévu, et il aurait pu arrêter l'attaque, mais il n'y était pas parvenu. Des serviteurs se précipitèrent vers lui, venant de loin pour aider l'homme. Son adversaire se tenait dans la réflexion, ayant réussi à disperser considérablement la force explosive de l'attaque, mais il ne comprenait pas comment Chu avait accompli cela. Chu, bien qu'ayant subi des dégâts de l'attaque, mais pas suffisamment pour être mis hors de combat, bouillait d'indignation, ses veines pulsaient sur ses tempes, et la colère montait de plus en plus. En reprenant complètement ses esprits, Chu devint littéralement l'incarnation de la fureur, résolu à se lever et à écraser le bâtard qui avait osé l'attaquer. Entouré de serviteurs, il essaya de transpercer son adversaire du regard, mais il tomba soudain en arrière. À ce moment-là, d'autres sortirent du bâtiment, y compris l'informateur aux cheveux blonds. S'adressant d'abord au patriarche du clan, il remarqua immédiatement que quelqu'un était allongé par terre. C'était Chu, qui dégageait littéralement des torrents de fureur même en étant allongé. Le coup ne lui avait clairement pas été favorable. Il devait donc reprendre ses esprits en position horizontale. Examinant mieux la personne étendue par terre, l'informateur du clan des miséreux reconnut en lui le jeune maître et se précipita vers lui pour vérifier son état. Demandant qui avait osé commettre un tel acte envers le jeune maître, l'attention générale se tourna vers le fils du patriarche, dont les yeux reflétaient de la colère. Le jeune homme comprit que toute l'attention était tournée vers lui et qu'elle n'était certainement pas amicale. Il jeta un regard à son père, mais n'y trouva pas de soutien. Comprenant les intentions du patriarche, qui estimait que les informations recueillies sur Chu n'étaient pas nécessaires, car elles ne reflétaient clairement pas la réalité, il prit les notes et les déchira résolument. À ce moment-là, le père de Chu arriva déjà sur place et commença immédiatement une attaque verbale contre les agresseurs de son fils. Il savait que cela pourrait se produire, et le clan des miséreux était clairement impliqué. Effrayant le jeune homme aux cheveux clairs, qui se mit immédiatement à se justifier en accablant le clan Namgun. Le chef du clan Namgun tenta de se justifier en disant que l'attaque avait été commise par ignorance et que son fils n'était pas responsable. Mais de tels arguments n'achetaient pas. Pourquoi attaquer des gens en premier lieu? Le père de Chu était très en colère, et s'il n'avait pas été conscient que l'homme en face de lui était plutôt influent et pourrait devenir le beau-frère de Chu à l'avenir, sa tête aurait déjà roulé depuis longtemps. Le membre du clan des miséreux murmura à l'oreille de l'autre homme de tomber à genoux et de s'excuser, car le père de Chu était une personne très respectée. Même l'empereur l'écoutait. Lorsque le père de Chu envisageait déjà de s'adresser à l'empereur pour l'informer de la situation et de consulter son gendre à ce sujet, les Namgun réalisèrent que les choses tournèrent mal. Ce n'était plus une plaisanterie. À genoux, ces deux-là commencèrent à s'excuser mutuellement, essayant d'étouffer l'incident et d'aggraver la situation dans laquelle ils s'étaient retrouvés. Le père de Chu, qui était une nouvelle fois en proie à la colère, son fils était presque mort. Mais ces deux-là continuaient de se cramponner à ses pieds, son unique fils. Soudain, la porte s'ouvrit et Chu en sortit.
curieux de savoir ce qui provoquait encore du bruit dans la rue. Il arborait une coiffure venue d'on ne sait où sur la tête. Les jeunes filles qui passaient à côté furent très amusées par cette coiffure. Apparemment, l'une des servantes de la maison avait fait de son mieux en la tressant de cette manière pendant que Chu était inconscient. Le père, voyant que son fils revenait à lui, se dépêcha de lui demander s'il allait bien. L'informateur du clan des miséreux se précipita immédiatement vers Chu avec des intentions peu claires. Arrivant en courant, il sauta autour de Chu comme un chien, incroyablement ravi que le jeune maître aille bien. Tout en admirant la force de Chu et en lui faisant des compliments, il ne suscitait que de l'irritation chez Chu. Soudain Chu s'inclina devant l'homme aux cheveux noirs, le saluant en tant que son frère aîné, car ils étaient liés par la parenté. Chu avait clairement quelque chose en tête. Un sourire rusé se dessina sur le visage de Chu pendant son inclinaison. Il ne laisserait pas cela en rester là, mais ce serait pour plus tard. Se redressant, Chu décida de demander de quoi ils avaient reparlé pendant son absence. Le père de Chu dit qu'il voulait se rendre chez l'empereur pour punir le misérable qui avait attaqué Chu, car il ne pouvait pas lui pardonner. Mais Chu décida alors d'adoucir la situation en saluant amicalement son adversaire, qu'on appelait Son. Formellement, Chu était son oncle, bien qu'il fût plus jeune. Le visage assombri, Chu tira la joue de Son et commença à le gronder pour son manque de respect envers lui. Il s'avéra que c'était son jeune professeur, qui devait l'enseigner à l'avenir. Bien que pour Chu, il s'agissait plutôt d'un tortionnaire. Se venger pour cela était une affaire sacrée. Le passé. Chu se battait à nouveau contre le professeur Son, l'un des 6 saints, qui était vraiment obsédé par l'entraînement. Quand Chu se laissait distraire, Son ne manquait pas l'occasion de lui asséner un bon coup de la lame de son épée, sans aucune pitié. Chu, déjà allongé par terre en serrant les jambes de Son, implorait la clémence. Il n'avait plus la force de supporter ses coups. Mais en voyant que Chu avait de nouveau jeté son épée et le suppliait de l'épargner, Son entra dans une colère folle et brandit son épée comme un gourdin pour continuer son traitement musclé. « En situation de combat réel, tu ne supplieras pas ton ennemi de te laisser en vie, » disait Son, préparant une autre leçon pour Chu. Le présent. Chu comprit maintenant pourquoi il avait été incapable d'encaisser le coup de Son. Son corps avait réagi instinctivement à cette attaque. Ayant terminé les présentations, tout le monde décida de se réunir autour d'une table dans la demeure de la famille Chu. Tous ont célébré une certaine gêne, mais ont quand même engagé la conversation. Chu était curieux de savoir pourquoi son frère aîné avait été laissé ici. Chu supposa qu'ils étaient ici pour le mariage, mais il n'avait pas le temps pour cela, ce qu'il s'empressa d'annoncer à tous, ce qui surprit grandement ses interlocuteurs. Chu déclina en disant qu'il avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à comprendre. Faire connaissance avec de nombreuses personnes et même partager le travail avec elles pour découvrir le monde, même au-delà de Murim. Le père de Chu était très surpris par une telle déclaration, affirmant que le monde au-delà de Murim était très dangereux, peuplé de meurtriers, de bandits et autres crapules. Chu rétorqua que le clan Namgung était-il donc sans tache? Ce qui étonna de nouveau son père qui n'avait même pas pensé à cela. Chu continua en parlant du fait que ceux qui pratiquent les arts martiaux ont leur propre chemin. Il essaya de changer de sujet, mais Namgung ne lisait pas la situation et ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Chu décida simplement de mettre fin au dialogue. Prenant congé de tout le monde avec politesse, il se retourna et commença à partir. Remarquant le jeune homme aux cheveux clairs, appelé Yun, Chu l'appela vers lui. Et celui-ci, ravi, se précipita rapidement vers Chu. Souriant méchamment et se penchant vers Yun, Chu dit qu'il devrait te parler dehors. Ceux qui étaient restés à l'intérieur se regardèrent perplexes, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Ils se sentaient clairement un peu mal à l'aise. Yun commença la conversation en mentionnant la coiffure de Chu, qui clairement n'était pas à la hauteur. Mais au lieu de le dire, il préféra complimenter les cheveux du jeune maître. Chu, ayant remarqué sa coiffure, fut un peu agacé et commença à lisser et à démêler ses cheveux. Ils continuèrent leur conversation en marchant, Yun essayant de flatter Chu et s'étonnant de sa connaissance de Murim. Chu se remémorait ces maudits professeurs qui l'avaient tourmenté, entraîné, pendant un certain temps. L'aura négative de Chu s'enflamma à la suite de ses souvenirs, tandis que Yun continuait de flatter Chu. En réfléchissant à la situation et à ses actions à venir, Chu décida de prendre son premier élève, Son, tout en imaginant comment il le torturerait. Ce serait une bonne revanche. Chu se tenait au bord de l'eau, poursuivant son entraînement. À côté se tenait Wan, lui demandant de prendre au moins un petit repos. Mais Chu n'avait que faire de cela. Il se dirigeait obstinément vers son objectif, regardant les obstacles. Son attitude envers Wang s'était détériorée. C'est alors que la sœur de Chu arriva, elle aussi commençant à le sermonner, parlant de repos et d'attention envers elle-même et son propre corps. Avec elle se trouvait sa servante garde du corps. Wang, en voyant la deuxième femme, se gonfla immédiatement et se redressa comme s'il avait avalé un manche à balai. Il semblait manifestement essoufflé en présence de la servante, mais il ne parvenait à surprendre personne. Approchant Chu, sa sœur commença à avertir son frère du danger de Murim. Après tout,
Leur mère était aussi décédée. À ces mots, la sœur de Chu perdit son sang-froid, la peur pour la famille, et en particulier pour Chu, la submergea. En voyant le comportement de sa sœur, Chu décida de lui demander ce qui n'allait pas, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Décidant de soutenir sa sœur, Chu assura que rien de mal n'arriverait désormais à leur clan Yu. Il veillerait à cela. Il sourit radieusement à la fin de son discours. La sœur fut agréablement surprise par un tel discours. Un sourire apparut aussi sur ses lèvres. Son frère avait grandi et n'était plus un enfant. Il était prêt à prendre ses responsabilités. Elle avait toujours vu un petit garçon devant elle, mais maintenant son frère avait grandi, et il était temps qu'elle s'en rende compte. Chu fut surpris par de tels mots. Un silhouette humide jaillit du plan d'eau, semblable à une balle s'envolant vers la rive. C'était un jeune homme imposant aux larges épaules et à la silhouette sportive, qui se devinait même à travers ses vêtements. Comme il était facile de comprendre, c'était Chu. Bien que son poids ait diminué, sa peau, qui avait été tendue tout ce temps, n'était pas revenue en ordre et pendait en lambeaux. Le père de Chu était inquiet. Son fils avait maigri de force. Il ne restait que la peau et les os. À vue d'œil, il semblait prêt à se briser à la moindre chute. Chu avait l'intention de partir en voyage, expliquant qu'il prévoyait de s'arrêter au clan Namgung. Chu justifiait son voyage en disant qu'il voulait rendre visite à Son. Après tout, il faisait partie de leur famille. En réalité, il prévoyait de commencer son entraînement. Malgré les objections de son père, Chu avait déjà tout décidé pour lui-même. Et promettant de revenir indemne et en sécurité, il se leva de la table et partit rassembler ses affaires. Assis dans sa chambre, il triait les choses qui pourraient lui être utiles en voyage. Il ne pouvait pas voyager sous son vrai nom, alors il décida de prendre un nom du passé, Jin. Rassemblant ses affaires en un paquet et le plaçant derrière son dos, il ouvrit la porte, prêt pour de nouvelles réalisations et pour le chemin qui l'attendait. Mais dès qu'il sortit, il se heurta à un groupe de personnes qui l'attendaient à la sortie. Wang s'approcha de lui, présentant la délégation qui l'accompagnerait à sa destination. C'est certainement le père de Chu qui s'est efforcé de sécuriser son fils de cette manière. Mais cela ne faisait certainement pas partie des plans de Chu. Les plans étaient de récupérer le ginseng vierge et de tuer le serviteur du chaos. Mais avec une foule aussi importante, rien ne fonctionnera. Personne ne doit le savoir, sinon son père fera un scandale. Et Chu ne pourra pas expliquer ses actions. Il ne doit pas se faire attraper. Mais là, Chu a élaboré un plan. Tout d'abord, il faut se débarrasser de Wang. Pour cela, il lui proposa de boire ensemble. Chu disait que Wang l'avait toujours aidé et protégé, mais qu'ils n'avaient jamais bu ensemble. Sous les bandages qui cachaient son visage, Chu sourit. La nuit tomba sur la demeure du clan Yu, le moment était venu pour la fuite de Chu. Sous le ciel nocturne, la sœur de Chu marchait avec sa servante, engagée dans une conversation tranquille. Elle avait décidé de rendre visite à Chu. La servante habillait toujours Chu dans des tenues amusantes et lui faisait des coiffures extravagantes quand il était encore en surpoids. Soudain, la sœur de Chu demanda à la servante à qui il lui rappelait. Celle-ci répondit bien sûr que c'était sa jeune maîtresse. Après avoir terminé la conversation et libéré la servante, la jeune fille décida de continuer seule. Chu mit un chapeau à large bord, ouvrit doucement la porte, prêt à partir sans déranger personne. Huang gisait par terre, ayant reçu une dose d'alcool et un peu de poison spécial, il dormait profondément. Soudain, il se mit à crier, levant la main en l'air et continuant à marmonner de façon incompréhensible. Il parlait tout simplement dans son sommeil. Le poison dans les mains de Chu dissipait l'énergie interne, garantissant l'incapacité de Wang jusqu'au matin. Tout à coup, Chu remarqua sa sœur qui s'approchait de lui. Elle prit la parole en premier, demandant si Chu ne dirait même pas au revoir. Elle avait l'air assez triste. Sa mélancolie la submergeait littéralement. Après tout, son frère bien-aimé quittait la maison. Chu, quant à lui, était surpris de la rencontrer ici. Mais soudain, elle étreignit son frère sans essayer de le dissuader de son projet, mais seulement en lui demandant de revenir le plus tôt possible. Elle disait que s'il trouvait cela trop difficile, il pouvait revenir à tout moment. Elle et son père l'attendraient toujours. Chu fut à nouveau surpris. Dans le passé, il n'avait jamais eu quelqu'un qui se souciait de lui et qui se préoccupait autant. Ayant préparé le cheval et chargé ses affaires dessus, Chu se préparait à partir. C'est sa sœur qui lui a suggéré de prendre ce cheval, un cadeau de l'empereur lui-même. Montant en selle et jetant un dernier regard sur sa maison, devenue un lieu cher dans la mémoire de Chu, il se mit en route. Il était désolé de quitter sa maison, mais personne à part lui ne savait pour le danger qui se profilait. Chu a parcouru le chemin à travers la forêt enneigée pendant toute la nuit, s'approchant de son objectif de voyage. Au lever du jour, il atteignit le premier point de sa liste. Caressant le cou de son cheval et le dirigeant vers le village, Chu réfléchissait déjà à sa prochaine étape. Tout d'abord, il entra dans la taverne pour prendre un bon repas après son long voyage. La nourriture disparaissait de la bouche de Chu à une vitesse incroyable. Maintenant qu'il avait maigri, il n'était plus nécessaire de suivre un régime strict. Jetant une pièce d'argent sur la table et finissant son repas,
Chu demanda au propriétaire de la taverne de rassembler tous les cueilleurs de ginseng et les chasseurs qui connaissaient bien la région. Dans la salle sombre devant l'homme, un groupe de personnes s'était rassemblé en rang serré. L'un d'eux informa qu'ils avaient découvert l'emplacement du ginseng vierge dans la province de Hoa. Le chef des inconnus se réjouit et donna l'ordre de partir. Chu se tenait devant les gens que le propriétaire de la taverne avait amenés. Ils étaient ceux qui connaissaient bien la région. L'un d'eux demanda à Chu quel était le but de sa visite ici, pensant qu'il avait l'air très suspect. Peut-être était-il un brigand? Comme il comprenait qu'il n'était pas bien compris, Chu se hâta d'expliquer qu'il n'était pas un bandit, que les bandages sur son visage étaient destinés au traitement, et qu'il était arrivé de la province voisine. Il dit également qu'il s'appelait Jin, et qu'il avait auparavant travaillé pour le clan Yu. Mais maintenant il cherchait quelque chose ici dans CS région en tant qu'ancien conseiller militaire. Expliquant qu'il cherchait une pierre qui émette une lumière pourpre, les habitants locaux furent un peu surpris par une telle demande et se mirent à réfléchir. L'un des hommes réunis ici, malgré la bizarrerie de la description de la pierre, se souvint de quelque chose. Quand il était jeune, il s'était perdu dans les montagnes et avait trouvé une étrange pierre. D'après la description, c'était ce dont Chu avait besoin. Devenant plus sérieux, il se dépêcha de demander où elle se trouvait. L'homme hésita brièvement, mais après un moment, il dit que c'était au sommet du pic de la pagode. Cependant, il ne faudrait clairement pas y aller. À cet endroit se trouvait la forteresse des 9 dragons,